Sa voix était la seule chose qu'il ne pouvait pas enchaîner. Dans la chaleur étouffante de Natchez, en 1841, les hymnes d'Eliza Carter étaient une prière de défi, murmurée à travers les champs de coton. Un souffle d'espoir dans un monde noyé dans le désespoir. Puis, un soir, son chant s'éleva dans le crépuscule, plus puissant que jamais. Et soudain, il s'arrêta. On retrouva son bonnet. Un dernier signe silencieux d'adieu. Mais Eliza avait disparu. Ils ignoraient que sa voix était une clé. Ils ignoraient qu'elle chantait sa route vers la liberté. Et ils ignoraient que sa chanson deviendrait une légende, chuchotée au vent pendant des générations. Avant de continuer, abonnez-vous pour illuminer ma journée. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le soleil se vidait sur l'horizon, teintant le ciel humide du Mississippi de nuances meurtries d'orange et de violet. En contrebas, les champs de coton de la plantation d'Evo s'étendaient à perte de vue, une vaste mer blanche qui avait englouti la journée et la force de ceux qui y peinaient. Avec le crépuscule s'abattit un silence oppressant. Épais, lourd, comme l'odeur de la sueur et de la terre humide. C'était le silence de l'épuisement, un calme si profond qu'il semblait peser sur l'âme. Des silhouettes avançaient dans les rangées, voûtées et lentes, leurs formes étirées en longues ombres distordues par la lumière mourante. La journée de travail était terminée. Parmi elles se trouvait Eliza Carter, une jeune femme de 19 ans dont la silhouette frêle cachait une force forgée par des années de labeur incessant. Elle avançait avec une grâce fatiguée, les mains meurtries par les capsules coupantes, le dos endolori d'une douleur continue. Mais c'étaient ses yeux qui la distinguaient, de profondes pluies d'intelligence vigilante, qui voyaient tout et ne laissaient rien paraître. À ses côtés marchait son jeune frère Joseph, si près que son épaule frôlait son bras. À 12 ans, il était petit pour son âge, un garçon aux angles vifs, aux yeux grands ouverts, rempli d'une peur silencieuse qui ne quittait jamais sa sœur du regard. Il était son ombre, son écho et le gardien de son cœur. Dans l'univers étouffant de la plantation, la présence d'Eliza était le seul air qu'il pouvait respirer. Ses chants, la seule consolation qu'il connaissait. Alors qu'il rejoignait la lente procession des travailleurs vers les cabanes lointaines, Eliza prit une profonde inspiration. L'air était encore chargé de la chaleur écrasante du jour. Elle l'expulsa de ses poumons et le remplaça par une note. Cela commença par un simple bourdonnement, une vibration semblant jaillir de la terre elle-même, puis s'épanouit en les premières lignes de Wade in the Water. Sa voix, un soprano pur et puissant, fendit le lourd silence comme une lame claire. C'était un son qui n'avait pas sa place dans un lieu de désespoir. Trop limpide, trop lumineux, trop vivant pour un chant où tout était conçu pour étouffer la lumière. Les têtes se redressèrent, les épaules se redressèrent, ne serait-ce que d'un pouce. Le rythme des pas fatigués trouva une cadence commune et discrète. Son chant était comme une gorgée d'eau fraîche un jour de soif brûlante, un bref moment de grâce dans un monde qui n'en offrait aucune. Joseph leva les yeux vers elle, le visage traversé d'une adoration muette et d'une supplique enfantine. Il se mit à fredonner, sa petite voix fragile se mêlant à la sienne comme un contrepoint délicat. « Chante celle du chariot, Lisa » murmura-t-il d'une voix rauque de poussière et de fatigue. Un léger sourire effleura les lèvres d'Eliza. Elle baissa les yeux vers lui, le regard attendri. Plus tard, petit oiseau, souffla-t-elle d'un ton conspirateur. Quand la lune sera haute et que le monde écoutera de loin. Perché sur une jument grise agitée, l'inspecteur Finch les observait. C'était un homme sec et amer. Son visage, une carte de route de rancune gravée. Ses yeux, un perpétuel froncement de mépris. Il cracha un jet de jus de tabac sur la terre sombre. Le bruit, une petite ponctuation laide au chant d'Eliza. C'était un homme qui se délectait du pouvoir contenu dans le claquement de son fouet et la peur qu'il inspirait. Pourtant, le chant d'Eliza était pour lui une énigme, une source de fascination secrète et d'irritation profonde. C'était une partie d'elle qu'il ne pouvait pas atteindre, qu'il ne pouvait pas briser, qu'il ne pouvait pas réduire à la soumission sous ses coups. Et pour cela, il la haïssait. Il haïssait cette voix. Il la haïssait elle. Un homme plus âgé, marchant près de Joseph, marmonna dans sa barbe, si bas que ce n'était guère plus qu'un grondement. Il déteste cette chanson. Il déteste qu'elle ait quelque chose qu'il ne peut pas lui arracher avec son fouet. Ses yeux restaient fixés sur Finch, une lueur de défi brillant dans leur fatigue infinie. Près de l'extrémité des baraquements, Martha,
la plus ancienne femme réduite en esclavage de la plantation, attendait. Son corps était frêle, courbé par des décennies de servitude, mais son esprit demeurait une racine solide, indéracinable. Elle était l'encre spirituelle de la communauté, gardienne des histoires et des traditions venues d'au-delà des eaux. Lorsqu'Élisa et Joseph s'approchèrent, le regard de Martha se posa sur la jeune fille. Une profonde tristesse lucide traversait ses yeux. Elle voyait le feu qui brûlait en Élisa, et elle savait que le feu, soit se propage, soit consume celui qui le porte. Plus tard, dans la soirée, la lune se leva, œil pâle et attentif dans le ciel d'Anx. Les champs, maintenant vides, baignaient dans une lumière argentée qui rendait le paysage étrange, presque irréel. Une énergie fébrile vibrait dans l'air, une tension qui faisait taire les oiseaux de nuit et gémir doucement les chiens des baraquements. À l'intérieur de leur petite cabane étouffante, Élisa s'agenouilla devant son frère. Elle prit ses petites mains dans les siennes, sa prise inhabituellement ferme. « Tu dois rester avec Martha cette nuit. »« Joseph, » dit-elle d'une voix basse et posée, bien que ses yeux trahissent une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant, un mélange terrifiant de peur et de détermination inébranlable. « Ne quitte pas la cabane, quoi que tu entendes. Tu me comprends ?» La peur de Joseph, compagne constante, se transforma en panique. « Où vas-tu? Ne me laisse pas, Lisa. »« Je ne te laisse pas, » répondit-elle en serrant un peu plus fort sa main. « J'ai juste une dernière tâche. Une chanson à chanter. » Martha, qui observait depuis un coin, s'avança et posa une main noueuse sur l'épaule d'Élisa. Elle se pencha tout près, sa voix un souffle sec, semblable au froissement des feuilles mortes. « Le vent parle ce soir, enfant. Fais attention à ce que tu lui réponds. » Élisa croisa le regard de la vieille femme. Et, un instant, la jeune fille de 19 ans disparut, remplacée par une femme porteuse d'un dessin ancien. « Parfois, il faut chanter plus fort que le vent, Martha, » répondit-elle d'une voix emplie d'une étrange certitude. « Pour que les bonnes oreilles entendent. » Elle serra une dernière fois la main de Joseph, se leva et quitta la cabane sans se retourner. Elle avançait avec une détermination nouvelle, ses pas seraient rapides la ramenant vers le bord des champs silencieux baignés de lune. Elle s'arrêta là où la terre cultivée rencontrait les bois sombres et emmêlés. Une silhouette seule se découpait sur l'immensité vide. Alors elle commença à chanter. C'était la chanson que Joseph avait demandée, Swing Low, Sweet Chariot. Mais ce n'était pas la berceuse douce qu'elle lui chantait parfois. Cette fois, c'était différent. Sa voix, habituellement source de réconfort, était devenue une déclaration. Elle s'éleva dans la nuit, chargée d'une force presque physique, une puissance désespérée et bouleversante qui semblait repousser les ténèbres elles-mêmes. Chaque note était une prière, une supplique, une exigence. Elle résonnait à travers le paysage vide, montant de plus en plus haut, rempli d'un désir si profond qu'il semblait pouvoir fendre le ciel. Le chant enfla, sa voix atteignant une note presque irréelle, un sommet suspendu dans l'air tel une étoile nouvelle. Puis tout s'interrompit. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était une chose solide, une absence absolue et terrifiante là où le chant avait été. Il s'abattit sur le baraquement comme un coup physique. Dans la cabane, Joseph se redressa d'un bond, le cœur pris dans un étau. Son chant, alta-t-il, la voix étranglée. Il s'est brisé. Une panique froide et rapide traversa les quartiers des esclaves. Des portes grincèrent en s'ouvrant. Des visages effrayés apparurent dans l'obscurité oppressante. Martha se précipita auprès de Joseph, son visage figé dans l'inquiétude, mais ses tentatives pour l'apaiser furent vaines. Il se ruait déjà vers la porte, l'esprit envahi par le silence assourdissant. Quelques hommes plus courageux, leur propre peur luttant contre un besoin désespéré de savoir, allumèrent des torchets de nœuds de pin. Les flammes vacillantes projetèrent de longues ombres dansantes alors qu'il s'élançait dehors, leur voix appelant son nom, d'abord hésitante, puis de plus en plus forte, plus urgente. « Élisa! Élisa !» Ils se dispersèrent, cherchant l'endroit d'où sa voix s'était élevée pour la dernière fois. La lumière des torches balaya les rangées de coton, la terre sombre, l'herbe piétinée où elle avait dû se tenir. Ils ne trouvaient rien, aucun signe de lutte, aucune empreinte s'éloignant. C'était comme si l'endroit avait été effacé. Les appels des hommes devinrent plus frénétiques, leur peur transformant les champs familiers en un lieu menaçant. L'un d'eux, un solide ouvrier nommé Silas, s'avança vers la vieille clôture marquant la limite de la propriété des veaux. Il s'arrêta près d'un poteau usé, son bois gris et fendu par le temps. Quelque chose clochait.
Quelque chose n'était pas à sa place. Il leva sa torche, la flamme vacillant dans la brise nocturne. Quand il parla enfin, sa voix tremblait et le vent faillit l'emporter. « Par ici. » Les autres convergèrent vers lui, leurs torches formant un petit cercle nerveux de lumière. Silas ne parla pas. Il se contenta de pointer du doigt. Attaché soigneusement au sommet du poteau, flottant doucement dans la brise tel un papillon captif, se trouvait le simple bonnet d'Élisa, usé et délavé. Celui qu'elle portait chaque jour. Celui que Joseph avait vu sur sa tête quelques heures plus tôt. Le nœud était serré, délibéré, définitif. Ils restèrent figés, muets d'horreur, tandis que l'ampleur de la découverte s'abattait sur eux. Elle avait disparu. Alors qu'ils fixaient l'invraisemblable vision, un bourdonnement sourd sembla s'élever des champs alentours. Une mélodie fantôme, un tour joué par le vent sifflant dans les tiges de coton. Pourtant, elle ressemblait étrangement, terriblement aux dernières notes de l'hymne d'Élisa. Les notes qu'elle n'avait jamais terminées. Le mystère venait de commencer. L'aube qui suivit fut une cruelle moquerie. Claire et éclatante, elle inonda la terre d'une lumière immaculée qui paraissait obscène après les terreurs de la nuit. La découverte du bonnet avait fait trembler tout le quartier, une peur silencieuse et vibrante qui s'accrochait à la brume matinale. Travailler était impossible. L'air était trop chargé de questions muettes, de l'écho fantomatique d'un chant brutalement réduit au silence. Ce fut cette perturbation, et non le sort d'une jeune femme, qui fit surgir maître dévot de la grande maison en tempêtant. C'était un homme gras, au gilet tendu sur son ventre rebondi. Un homme qui mesurait le monde en balles de coton et en valeur monétaire des corps qui les ramassaient. Son visage, d'ordinaire masque d'importance satisfaite, était maintenant tacheté de rage. « Une fille ne disparaît pas dans la nature », hurla-t-il, sa voix roulant sur la cour où les esclaves s'étaient regroupés en grappes nerveuses et silencieuses. Il pointa un doigt épais vers son contremaître. « Faish, trouve-la. Je me moque de la manière. Je veux qu'on me rende ma propriété. C'est un vol, une entrave à ma récolte. Trouve-la ou je trouverai quelqu'un qui le fera. » Cet ordre fut comme une allumette jetée sur le bois sec de la fureur et de l'humiliation de Faish. La fille l'avait défié. Son chant était une irritation constante. Et maintenant, sa disparition était le témoignage public de son échec à la contrôler. Faish ne retrouverait pas Élisa. Il l'exorciserait. Il rétablirait l'ordre naturel fait de peur et de soumission que sa voix avait si souvent menacé. La recherche commença immédiatement, mais ce n'était pas une recherche. C'était une purge. Faish, juché sur sa jument grise, traversa les baraquements avec une demi-douzaine d'ouvriers des champs enrôlés comme suppléants, le visage figé dans une vengeance glaciale. Ils renversèrent les maigres possessions, éventrèrent les paillasses, leurs questions n'étaient pas des interrogations mais des accusations. Sa première cible fut Silas, l'homme qui avait trouvé le bonnet. Faish le traîna hors de sa cabane, les yeux brûlants d'une suspicion fiévreuse. « Tu l'as trouvé » siffla Faish d'une voix basse et dangereuse. « Trop vite, trop facilement. Tu fais partie du coup. Où est-elle allée » Silas, le corps tremblant mais la voix ferme, secoua la tête. « J'ai rien, monsieur Faish. Je l'ai juste vue sur le poteau. » Ce déni était toute la justification dont Faish avait besoin. Le fouet claqua, un son qui fit frissonner tous ceux qui l'entendirent. Faish abaissa la lanière sur le dos de Silas encore et encore. Le rythme brutal était un message pour tous. Voilà le prix de la connaissance. Voilà le prix de celui qui a vu l'impossible. La prétendue recherche était une campagne de terreur destinée à effacer la mémoire d'Élisa, à leur faire regretter d'avoir entendu son chant. Puis ses yeux se posèrent sur Joseph. Le garçon se tenait près de sa cabane, frêle, le visage pâle et strié de larmes. Il regardait Faish avec une expression que l'intendant ne comprenait pas, une immobilité terrifiante, pire que n'importe quel cri. Faish mit pied à terre et s'avança vers lui, le fouet toujours enroulé dans sa main. Il saisit Joseph par le tissu mince de sa chemise et le souleva sur la pointe des pieds. « Ta sœur » gronda Faish, le visage à quelques centimètres de celui du garçon. Elle s'est enfuie. Qui l'a aidée? Qui devait-elle rencontrer dans ces bois? La terreur de Joseph était une chose vivante, un poids glacé dans son ventre qui menaçait de l'engloutir. Mais à travers la peur, une seule vérité obstinée demeurait. Il pensa à sa voix, à la façon dont elle s'était élevée dans la nuit, dont elle avait semblé devenir la nuit elle-même. Il pensa au silence impossible qui avait suivi. Il secoua la tête, la voix étranglée. Elle ne s'est pas enfuie.
La réponse était si simple, si absurde aux oreilles de l'intendant qu'elle fissura son sang-froid. C'était la même défiance insensée, la même foi en quelque chose qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, ni briser. Dans un rugissement de frustration pure, Finch jeta Joseph au sol. La tête du garçon heurta la terre battue dans un bruit sourd, et le monde explosa en un éclair de douleur brûlante tandis que Finch s'éloignait en hurlant de nouveaux ordres. Joseph resta là, la poussière se changeant en boue sur ses joues mouillées. La douleur aiguë dans son crâne n'était rien comparée à la chose dure et froide qui commençait à se former dans sa poitrine. Son chagrin, autrefois un hurlement sauvage, se cristallisait. Il se durcissait en une résolution muette et inébranlable. Il ne savait pas ce qui était arrivé à sa sœur, mais il savait que Finch avait tort. Et il savait, avec une certitude défiant toute logique, que sa chanson n'était pas terminée. Dans les jours qui suivirent, un lourd silence s'abattit sur la plantation des veaux. Mais c'était un silence différent d'avant. C'était le silence de l'écoute. La communauté était brisée par la disparition d'Elisa. Les plus pragmatiques d'entre eux murmuraient, d'une voix basse et craintive, des histoires de patrouilleurs, de chasseurs d'esclaves, d'incorgisants quelque part, oubliés dans l'obscur enchevêtrement du marais. Ils croyaient qu'elle s'était enfuie, qu'elle avait été capturée et avait connu un sort trop terrible pour être nommée. C'était une peur logique, une peur familière. Mais une autre histoire commençait à prendre racine. Une histoire murmurée dans l'obscurité des cabanes. Nourrie par les plus anciens, Martha en devint la gardienne. Un soir, alors que les enfants étaient blottis les uns contre les autres, le visage encore marqué par la terreur récente, elle les rassembla tout près. Joseph était assis au bord du cercle, les yeux fixés sur le visage de la vieille femme, avide de paroles qui n'appartenaient pas à Finch. La voix de Martha était un chant grave et lent, les mots anciens et rythmés. Certains ont une voix trop grande pour un seul endroit, commença-t-elle, le regard perdu au loin, comme si elle voyait un monde au-delà des murs de la cabane. Ils naissent avec une rivière dans la gorge et une tempête dans le cœur. Ils chantent une chanson si vraie et si puissante que la terre elle-même ne peut la contenir. La chanson doit aller quelque part. Et quand elle part, parfois, elle emporte le chanteur avec elle. Une petite fille frissonna. La chanson d'Elisa l'a emportée, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle lui a ouvert un chemin, corrigea doucement Martha. Un nouveau chemin que tes yeux ne peuvent pas voir. Son corps a peut-être quitté cet endroit, mais sa chanson est toujours ici. Elle est dans le vent qui fait frissonner le coton. Elle est dans l'appel du pluvier à la tombée du soir. Il faut juste apprendre à écouter. Écouter au-delà du vacarme de ce monde. Ses yeux croisèrent ceux de Joseph et elle soutint son regard. Elle ne t'a pas quitté, petit oiseau. Elle t'a laissé une carte. Ces mots furent une graine plantée dans le sol stérile du chagrin de Joseph. Une carte? Il commença à passer chaque instant libre au bord des champs, près du poteau où le bonnet avait été trouvé. Le bonnet avait disparu, arraché par Finch dans un accès de rage, mais le poteau restait là, silencieux monument. Joseph s'y tenait des heures durant, la tête inclinée, les yeux fermés, essayant de faire ce que Martha avait dit. Il écoutait. Il écoutait au-delà du bourdonnement des insectes, au-delà des cris de l'intendant, au-delà de la douleur dans son cœur. Il écoutait la mélodie dans le bruissement des feuilles, le rythme dans le craquement des branches, l'écho d'une note volée en plein vol. La légende d'Elisa la chanteuse était en train de naître. Non seulement dans les murmures des quartiers, mais aussi dans l'espoir farouche et désespéré d'un garçon qui refusait de croire que sa sœur avait simplement disparu. Elle devenait autre chose, un mythe, un fantôme dans le vent, un symbole d'une défiance si profonde qu'elle avait plié les règles du monde. Et dans son cœur, Joseph ne pleurait plus seulement une sœur. Il cherchait une clé. À des kilomètres de là, où le Mississippi roulait, brun et épais des péchés des terres qu'il drainait, se trouvait Natchez-Dersville. C'était un lieu de commerce brut et de vice brute. Un chaos de tavernes, de bordels et de maisons de jeux accrochées à la rive boueuse. L'air y était une puanteur de whisky bon marché, d'eau de rivière et de corps non lavés. C'était un endroit où un homme pouvait s'enrichir du jour au lendemain ou recevoir un coup de couteau pour les pièces dans sa poche, sans que personne n'y trouve à redire. Là-bas, la vie était bruyante, bon marché et brutalement rapide. Dans un coin de l'une des tavernes les plus agitées, un homme nommé Gideon était assis sur un tabouret, une flûte en bois finement taillée aux lèvres. C'était un homme libre de couleur, originaire du Nord, dans la trentaine, au visage attentif et intelligent,
avec cette confiance silencieuse et maîtrisée d'un homme qui avait vu beaucoup du monde et avait appris à le traverser en observant et en écoutant. Ses vêtements étaient usés mais propres, et il voyageait avec peu de choses. Une sacoche en cuir fatigué et ses instruments. Il était musicien, mais plus encore, il était collecteur. Il collectait les chants, les histoires, les mélodies, l'âme musicale de son peuple, les préservant de l'indifférence écrasante du temps et de l'esclavage. Il jouait un air vif et complexe qui perçait le vacarme de la taverne, lui valant un petit mais régulier flot de pièces dans le bocal à ses pieds. Alors qu'il s'essuyait le front, il surprit un fragment de conversation entre deux bateliers à l'allure rude, assis à une table voisine. Ils l'ont toujours pas retrouvée, cette fille, dit le premier, la voix épaissie par l'alcool. Celle de chez Devaux. Celle qui chantait. Le second homme renifla avec mépris. Ils la retrouveront pas. On dit qu'elle a chanté son âme hors de son corps, qu'elle s'est envolée dans le ciel sur la dernière note. Non, rétorqua le premier en se penchant d'un air conspirateur. Moi j'ai entendu dire qu'elle avait chanté un tunnel droit jusqu'au diable, et qu'il avait juste tendu la main pour l'attraper. Le sol l'a engloutie tout entière. La posture de Gideon, jusque-là détendue, se figea, attentive. Il avait déjà entendu des chuchotements semblables, une étrange histoire venue d'amants, mais les avait écartés comme des divagations d'ivrogne. Les entendre à nouveau éveilla son intérêt. Son travail de toute une vie était de documenter la musique qui constituait le sang vital de son peuple. Les chants spirituels qui étaient à la fois des prières et des cartes. Les chants de travail qui étaient à la fois lamentation et histoire. L'histoire d'une chanson dotée d'un pouvoir physique capable de faire disparaître quelqu'un n'était pas une simple légende de fantôme. C'était un fil irrésistible dans la vaste et complexe tapisserie qu'il essayait de tisser. Une légende était en train de naître. Et Gideon sut, avec une certitude enracinée jusque dans ses os, qu'il devait en trouver la source. Il devait découvrir la vérité derrière la chanson d'Elisa Carter. Le voyage de Gideon commença non par une destination, mais par un son. L'histoire de la fille qui chantait était une mélodie dont il ne pouvait se défaire, et elle le mena loin des quais chaotiques, jusqu'aux terres arides et brûlées de soleil autour de Natchez. Il savait qu'approcher directement la plantation d'Evo serait une folie, une invitation à la suspicion et à la violence. Alors, il laissa sa musique être son guide et son bouclier. Il marcha sur les routes silencieuses, la flûte à la main, offrant un air en échange d'une tasse d'eau ou d'un morceau de pain, se présentant comme un simple musicien itinérant inoffensif. Ses questions n'étaient jamais directes. Il demandait des chansons locales, des hymnes chantés dans les champs, des vieilles histoires racontées par les grands-mères. Il plantait des graines, espérant qu'une d'elles donnerait une piste. Son chemin le mena finalement à une petite forge noircie de suie, dressée à un carrefour à quelques kilomètres des terres d'Evo. Le bruit rythmique d'un marteau sur une enclume était une chanson à part entière, un battement percussif régulier contre le murmure tranquille de la campagne. Le forgeron était un homme libre, large d'épaules et puissant, la peau brillante de sueur sous la chaleur intense de la forge. Il travaillait avec une économie de gestes concentrés, le visage fermé et méfiant à l'approche de Gideon. Être libre dans le Mississippi était un état précaire, une marche sur un fil au-dessus d'un brasier, et les étrangers n'étaient guère source de réjouissance. Gideon ne parla pas tout de suite. Il s'appuya simplement contre un chêne ombragé, leva sa flûte et commença à jouer. Il choisit une vieille mélodie empreinte de tristesse, une chanson de nostalgie et de rivages lointains, une musique qui parlait de choses perdues et de choses espérées. Le forgeron ne cessa pas de travailler. Mais le rythme de son marteau ralentit, le choc devint moins sec, plus réfléchi. Quand Gideon eut terminé, un silence profond s'installa, seulement troublé par le sifflement de la forge. C'est une vieille chanson, dit le forgeron d'une voix grave. Il ne leva pas les yeux de son fer à cheval. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu jouer comme ça. Elle voyage, répondit Gideon d'un ton calme et posé. Comme le fleuve. Je les collecte. Les chansons. J'essaie d'en retrouver une. J'ai entendu une rumeur sur un chant si puissant qu'il pourrait emporter quelqu'un. Le forgeron s'arrêta enfin. Il plongea le fer incandescent dans un tonneau d'eau. Un nuage de vapeur s'éleva avec un sifflement violent, l'enveloppant un instant. Quand la brume se dissipa, il fixait Gideon d'un regard dur et scrutateur. Y a des chansons qu'on ne collecte pas, dit-il lentement. Y a des chansons qu'on chante pour survivre. Gideon soutint son regard, son visage ouvert et sincère. Je le crois,
dit-il doucement. Mais une chanson comme celle-là mérite d'être retenue. Au moins son histoire. Le visage du forgeron se ferma, devenant un masque de pierre impénétrable. L'endroit des dévots est plein de chagrin. Mieux vaut t'en tenir éloigné. Il se tourna vers son enclume, sa posture signifiant clairement la fin de la conversation. Gideon savait qu'il n'avait qu'une seule chance. Ils disent qu'elle s'appelait Elisa, ajouta-t-il d'une voix basse. Ils disent que sa voix était une clé. Le marteau, que le forgeron avait levé, resta suspendu en l'air. Il demeura immobile un long moment, le dos tourné à Gideon. Puis, avec un profond soupir, il posa l'outil. Une clé, répéta-t-il, sa voix lourde d'un chagrin ancien. Oui, c'est le bon mot. Il se retourna lentement, la méfiance remplacée par une tristesse profonde et lasse. Je travaillais parfois pour des veaux, pour ferrer ses chevaux. Je l'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Il regarda au-delà de Gideon, ses yeux perdus dans un souvenir lointain. La voix de cette fille, elle n'était pas normale. Ce n'était pas juste beau. Elle était pleine de routes et de rivières. Elle était pleine de géographie. Quand elle chantait le Jourdain, tu pouvais sentir l'eau froide à tes chevilles. Quand elle chantait le char, tu pouvais entendre le tonnerre des roues. Il fit un pas en avant, sa voix tombant dans un murmure de conspirateurs. Les gens comme ça, avec une voix comme ça, ils ne se perdent pas simplement. Ils ne fuient pas simplement. Ils trouvent un autre chemin. Un chemin qui a été préparé. Il jeta des regards nerveux autour de lui, comme si les arbres eux-mêmes écoutaient. Il y a des rumeurs, des histoires d'un sentier vers le nord, pas les routes principales, un chemin secret, dangereux. On l'appelle le chemin de l'oiseau chanteur. On dit que les guides n'utilisent pas de cartes qu'on peut lire. Ils utilisent des chansons. Une note tenue d'une certaine façon veut dire tourner à gauche. Un changement dans la mélodie veut dire danger devant. C'est un langage tissé dans les hymnes. Gideon sentit un frisson le parcourir, le frisson d'un érudit découvrant un texte perdu. Le conte de fantômes se transformait, ses bords surnaturels se décollant pour révéler quelque chose de bien plus tangible et bien plus dangereux. C'était un message codé. Et Elisa, insista doucement Gideon. Était-elle l'une d'eux? Une guide? Le forgeron secoua la tête. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'elle chantait juste pour les rejoindre. Peut-être que sa dernière chanson n'était pas une fin. Peut-être que c'était un signal, une annonce. Je suis là. Je suis prête. Tout ce que je sais, termina-t-il, sa voix baissant si bas que Gideon dut se pencher pour entendre, c'est que sa chanson n'est pas finie. Elle est juste en train d'être chantée ailleurs maintenant. Pendant que Gideon traquait l'écho de la chanson d'Elisa à travers les murmures humains, Joseph en traquait la source à travers le langage de la nature. Les mots de Martha l'avaient changé. Il n'écoutait plus la voix de sa sœur dans le vent. Il écoutait ses instructions. Le bord de la forêt, autrefois lieu de peur et de perte, devint son sanctuaire, sa salle de classe. Il y passait des heures, immobile, les sens tendus à l'extrême. Il apprit à filtrer le monde à travers un nouveau tamis, à chercher des motifs dans le chaos de la nature. Cela commença avec les oiseaux. Il remarqua qu'une espèce particulière de moineaux, qui nichait dans les fourrés bordant les champs, avait un appel unique, un tri de 3 notes, presque toujours répondu par un autre tri identique plus profondément dans les bois. C'était un appel et une réponse, une conversation. Il commença à suivre le son, allant du premier appel au second, le cœur battant d'un mélange de peur et d'un étrange espoir naissant. Les appels le guidèrent le long d'un sentier de serre à peine perceptible qui s'éloignait de la plantation. Quelques jours plus tard, il trouva l'indice suivant. Il écoutait le martèlement rythmique d'un pic sur un vieux chêne mort. Ce n'était pas le tambourinement frénétique et irrégulier habituel. C'était mesuré. Tap tap tap, une pause, puis tap tap. C'était un rythme qu'il connaissait. C'était celui qu'elle tapotait sur sa main lorsqu'elle lui apprenait les paroles d'un nouvel hymne. Il suivit le son, ses pieds s'enfonçant dans la terre humide et molle du sous-bois. Le bruit le mena à une petite clairière où il trouva le prochain repère. Au pied d'un grand cyprès, une poignée de galets blancs et lisses avait été disposée selon un motif précis. Ce n'était pas aléatoire. Il le reconnut aussitôt. C'était la forme de la petite ours, la constellation qu'Elisa lui avait appris à repérer dans le ciel nocturne, celle qui pointait vers l'étoile polaire. Son chagrin, autrefois un linceul lourd, se transformait en une énergie brûlante et concentrée. Il n'écoutait plus simplement le fantôme de sa sœur.
Il la traquait activement. Il lisait la carte qu'elle avait laissée derrière elle. Le lien qu'il ressentait avec ces signes était profond. Une conversation muette sur une distance impossible, il aventura plus loin de la plantation qu'il ne l'avait jamais fait. Sa porte de bois se remplaçait par une sensation puissante et de but, un morceau de lianet était attaché à une branche basse, dans une idée identique à celui qu'il utilisait pour attacher son bonnet, il trouve une autre dans l'écorcé ainsi qu'au mort. Une ligne courbe marquée propre d'une déminauté musicale, chaque découverte donne un écho sur système nerveux. Confirmant qu'elle n'était pas fou, que Marthe avait raison, Élisa avait pas tout simplement disparu, elle y avait laissé une trace, une trace faite de son C de mémoire, une trace que le petit oiseau qu'il était serait là savoir et chiffrer, la nature, autre fisto de dette indifférence, était devenu son guide, son signes était en une témoignage de l'espérance effarouchée et brillante des azurs, le surveillant finch était en une nommé en pleine désagrégation, la plantation. Son petit royaume sa parole était loyette, son sifflet était évangile, était devenu un lieu de tourment, il était tenté, il entendait la voix. Élisa partout, danse le soupir du vent par le savantoise des cabanes, une humour basé de moqueur, danse le criot de perché du faucon survolant les champs, une note prolongée qui vous dressait l'espoil sur l'arbre il se tournait, seyait que s'affolait, cherchant l'origine du son, pour ne voir que les paysages vides indifférents, sa disparition avait pas apporté le zélance, elle y avait rempli monde du son chant. Et ça le rendait fou, sa paranoïa est venue mettre chaque action. Il accablait le sautresse travailleurs d'une frénésie brutale, comédiens doublant leur souffrance. Il pouvait effacer la mémoire de celle qui était échappée à celle-ci, l'aine ne quittait jamais, sa voix était tout grondement constant, mais la fracœur qui l'inspirait était désormais teintée de quelque chose de nouveau. Une méprise discrète et surveillant, il se voyait de sa chute, et de cela érodait l'édifice de son pouvoir, son regard surmonté et porté l'or sur Joseph, il remarqua l'étranger et habitude du garçon. Des veilles longues et solitaires au bord de la forêt, il vu comment la peur avait laissé placer à une concentration calmée et déstabilisante, il vit Joseph disparaître dans les bois pour des cheurs, revenant avec de la bouée sur les guenouquets une lueur étrange dans les yeux, finch. À la folie dévorante, c'est fut convaincu que les genêts étaient la clef, il croyait que Joseph savait où Élisa était allée, qu'il faisait partie du complot. Qu'il était une messagère secrète communicante avec le fantôme des sœurs, une après-midi, la suspicion à son comble. Il accosta Martha lorsqu'elle portait une panière de reprisée depuis la maison principale, il se pencha sur elle, son ombre couvrant sa forme frêle, son visage déformé par la rage, ce garçon, gronda finch, sans préambule, Joseph, il cache quelque chose, il enfonce dans ses bois, qu'est-ce que planète Sazer, avec qui il se rencontre. Martha leva les yeux vers lui, son visage vieux qu'étridé ne portait aucune frayeur, seulement une méprise glaciale et profonde, elle y avait vu ses chômesses comme lui allait venir, des chômesses dont l'accro et masquette le ridicule, elle. Ne broncha pas face à son regard, vous ne pouvez pas se comprendre, monsieur Finch, dit-elle, sa voix claire et stable portant une autorité qui le dévorait. Vous entendez une chansonnette, vous pensez que n'est du bruit, vous voyez un garçon écouter le mondette, vous pensez c'est un complot, elle fit une passe lente et délibérée hors de l'ombre et entra dans la lumière, vous ne avez pas écouté, c'est most apparente comme une coupe de poing. C'était la même mystique défiance madénante qu'avec le garçon, une langagée qu'il ne parlait pas, un monde qu'il ne pouvait pénétrer. Itis a confirmé ses spires soupçons, on se lui moquait de lui, il y avait un complot. Un complot de chuchotement et de chant, et Josephine était le centre, alors que Martha éloignait, le dos droit et chier, fin que la recevait du regard. Les pensées en fièvre, il ne pouvait le prouver, elle ne pouvait leur arracher la vérité, parce que cette vérité n'était pas une chose qu'il pouvait toucher, une des plus fluides plus esrusée commençait à se dessiner, dans son esprit, si elle ne pouvait pas forcer le secret. Il allait le piéger, il ferait croire au bois qu'il était sauf, il suivrait. L'espionnerait, et au moment venu, il refermerait de son attraperait non seulement le garçon, mais aussi celui qui dans l'ombre de la forêt l'attendait, la chasse d'Élisa est terminée, celle de Joseph faisait commencer, la recherche de la trace de l'oiseau de l'Iropar Gideon était un processus doux, un jeu à suivre des chuchotements s'était interpréter le silence, les récits du blanchisseur lui avaient donné une colonne vertébrale. Et celle-ci l'avait ramené à la gentillesse et déceptive des Natchez, loin du chaos brut de la berge, il cherchait une nom, passe-lui à une personne. Messe d'un lieu, une maison connue sous une référence et secrète que le forgeron lui avait donnée, la maison des mains silencieuses. Cela l'amena à une maison respectable à 2 étages sur l'une de ces soyeuses bordées des chênes, la maison était peinte d'une blanche modestie avec des volets vertes sombres sur un jardin parfaitement entretenu à l'avant. Au des roses de tardives saisons fleurissaient, c'était l'image, même de la piété discrète, la maison Neveu Vieux, d'une demoiselle vivant une vie de prière stroutine retirée, c'était la couverture parfaite, il s'approcha de la portée d'entrée. Ça trouve sous un bras.
La flûte danse l'autre, il ressentit le nœud avertissement de familière se tendre dans son ventre, c'était la partie la plus dangereuse de son travail, le moment de transition dès l'observateur au participant, il frappa avec mes 3 stampes simples, c'est lui qu'on lui l'avait enseigné, après une longue pause, la portée d'entr'ouvrit de quelques centimètres, et une femme apparut, son visage dépassa dès l'ombre, elle y avait dans le skin cantine. Les cheveux crous grisonnants tirés des anciennes chignons stricts, une longue robe de gris sans stylet cacaire. Sans aucune ornementation, son visage était une modèle de maîtrise, la bouche effinette et sans sourire, le ciel bleu clair, pénétrant, semblant évaluer son histoire entière et un regard rapide, c'était de Léonore Vance, nous n'avons rien pour les colporteurs, dit-elle, d'une voix que ceci n'était très qu'un col neuf, et elle commença à fermer la porte, je ne suis pas un colporteur, madame, répondit Gideon rapidement. D'une voix calme et respectueuse, ONM m'a dit que c'était une nuée voyagère pouvait trouver un instant des apaise, monter peut être une feuille de musique, Il utilisa la formule codée exactement comme on le lui a enseigné, l'expression Eleanor Vance n'échangea pas, mais la pression contre la porte, s'allégea légèrement, elle toise encore longuement. Ne perdant rien de l'usure des arts, Botesny, dès l'éclat intelligent de yeux, il n'y a pas de musique, dit-elle, d'une étonne plat, c'est une maison de Dieu, pas une balle, certaines chansons sont des prières, répondit Gideon une étonne douce. Et certaines prières sont des scartes, elle ouvrit la porte et suffisamment pour qu'il puisse y entrer. Puis se referma de verrouilla fermement derrière lui, le cliquetis du verrou avait quelque chose de définitif, l'intérieur de la maison était austère comme son propriétaire, le mobilier simple et fonctionnel, l'air sentait légèrement la cire d'abeillette la lavande, séché, aucun tableau au mur, seulement quelques versets brodés encadrés, elle les conduisit dans un petit salonnette lui la fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout, la posture rigide. Les mains jointes devant elle, vous parlez un énigme, monsieur, dit-elle, avec une froideur méfiante, le travail dur. Seigneur n'a pas de temps pour les énigmes, c'est une question de vie de mort, nous ne trafiquons pas des chansons sourdes, des contes, Gideon planta son regard dans le sien, laissant transparaître la sincérité, Je crois que la chanson d'Elisa Carter parlait des deux, dit-il, je crois qu'elle a chanté en chemin vers une route que vous connaissez, la chemin des oiseaux chantant, à l'évocation de nom, une fugitive émotion, surprise ou alarme, traversa son visage avant d'être immédiatement étouffé, Je ne connais rien de tel. Je pensais que si, insista Gideon. Se léchant légèrement vers l'avant, il plongea sa main dans sa trousse, sortit une petite feuille de papier soigneusement pliée, c'était une croquis scarmante réalisée, la représentation petit oiseau stylisé gravé dans l'écorce d'un arbre près de la forge, un marque que le forgeron lui avait montré à contre-cure, J'ai fait cette découverte dans l'estérès Déo, le forgeron dites que c'était un signe pour ceux qui avaient en clair la musique, il lui présenta le feuillet, Eleanor hésite un instant, puis les hésite rapidement, ses yeux se fixèrent dessus, et pour la première fois. Son masque fissura, et l'inspira brusquement. Un son minuscule presque imperceptible, son doigt retrace lignes des l'oiseau d'eau crayon, son expression n'était mêlée de ferrette de reverence. Elle rel'a reconnu, c'est du chemin aux têtes solitaires, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui, le chemin du dernier recours, il est marqué par un guide qui est engagé dans des risques que les autres ne prendront pas, elle va et fin le zig vers lui, laisse regard plissé, la suspicion revenant, mais cette fois-ci l'aise, mais les respectrétis, pourquoi êtes-vous ici? Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas des fugitifs, je m'appelle Gideon. Dis-il simplement, je suis ce musicien, j'ai récolté les chansons de notre peuple pour qu'elles ne se soient pas perdues, elle. Histoire d'Elisa Carter Restunec en son que je dois se comprendre, je crois que sa cloie n'était pas seulement un don mais aussi inutile, une éclève, je veux que savoir comment elle l'a utilisé, je veux que savoir elle s'est restée sécurité, Eleanor Vance fixa le feuillet pendant un long moment. Ça pesait clairement le riquement cédé, faire confiance à ces étrangers face aux informations qu'il possédait, l'oiseau était inscrit à l'intérieur un secret, le symbole d'un itinéraire particulièrement dangereux, connu de quelques conducteurs seulement, cet homme, ce musicien, avait découvert ce secret, il n'était pas comme les autres, il était autre chose, une alliée inattendue, peut être envoyé de l'en haut, la sécurité, dit Hélène fin, d'une voix lourde, et ce mot que nous n'utilisons pas à la légère, c'est une destination. Non une garantie, mais la fille qui utilise ces signes, si elle est celle que je crois, était intelligente. Et elle était courageuse, elle pliait le papier avec ses précautions et elle glissa dans une pochette des arabes, sa confiance, dont les préciosités réservée, venait être gagnée, timidement, dite. Moi tout ce que vous savez, pendant que Gideon naviguait dans les courances traîtresses de la confiance humaine, Joseph déchiffrait une carte et faite de vente et de bois, sur le chemin de notice naturelle, l'appel du moineau, le rythme du pic, la déposée faillite de pierre, l'avait mené plus profondément dans la forêt qui elle n'osait jamais à l'air de lui-même, il avançait avec une nouvelle assurance, son petit corps se faufilant dans le sous-bois sans bruit, il n'était plus un enfant appareil.
Mais un pisteur, un explorateur dans un pays secret au super s'azur, la dernière indication. Une triple série encochée sur un boulot abattu, le conduit était une massive legevier, demi-englouti par la moussite les fougères, et les était creuse. Son intérieur noyait odorant l'humidité là de quai, Joseph sentit et elle sanguait frappèrent fort dans sa pétrine, il se mit à genoux, les mains légèrement tremblantes, et plongea la main dans l'obscurité, ses doigts frôlèrent quelque chose de lissette de froid. Quelque chose qui n'appartenait pas à la forêt, c'était une tissu encerclé cligoté à l'aide d'une ficelle, il tira le paquet jusqu'à la lumière tamisée, avec des doigts maladroits. Il de son bala, à l'intérieur se trouvait du carré des fabriques bleu maïs, simplement cousu, il reconnut immédiatement, c'était un morceau de la robe routinière qu'Elisa portait les dimanches, une robe qu'il avait vue sans faux, la vision de sa couleur, deux textures familières, lui déchira les cures comme une pointe brûlante, il ferma le sucre un instant. Une vague de chagrin et d'amour le submergeant, elle avait été ici, c. Était réel, il déplia le tissu avec soin, SD cousu avec d'un fil noir épais. Une carte grossière mais inconfondable, son était pas une carte de route ou de ville, c'était une carte du ciel nocturne, une représentation des constellations, sous les étoiles, une lieu dessiné en ondulation se représentait la rivière principale, avec des petites branches latérales, deux symboles éteints cousus à longue du rivière. Une écroissante lune. Une amasse d'arbres, une étoile unique brillante, c'était une guide célestier terrestre. Un moyen de orientale et de deux étoilettes des voies d'eau, c'était une carte pour celui où, celle qui voyage en secret, de nuit, son regard scannait l'étoffe, absorbant chaque détail, son esprit de courant pour comprendre, et puis il l'avait. Tout en bas de la carte, brodé en lettres légèrement plus grandesques que le reste, un seul mot, appartenant à la mémoire et à l'ordre, c'était le dernier élément du puzzle, la clé de toute la carte, champ, Joseph Salamo. Le succès en BUSD, l'arme, c'était la voix d'Elisa lui parlant à travers le silence. C'était la réponse à tout, César n'était pas un fantomien porté par le vent, César était un guide, César était une cartographe, et la laissait pour lui, c'était preuve tangible, indéniable, l'espoir abstrait qui m'avait donné Martha, l'espoir fragile comme un dréam. Devant maintenant un plan concret, le message n'était pas seulement un confort, c'était une instruction, elle n'était pas simplement partie, elle attendait, et elle venait de lui dire comment la trouver, et elle devait suivre les étoiles, suivre la rivière. Et utiliser sa voix, il devait chanter, une vague de joie déterminée, la plaçant hors d'haleine, il plie avec soin la carte en tissu. La remit dans son enveloppe d'huile et la glissa profondément dans son chemisier, contre sa peau comme ce qu'on cœur, il ne résolvait plus un simple puzzle, il se préparait pour un voyage, l'obsession de Finch s'était transformée en une certitude venimeuse, et elle savait que le garçon était la clé, il avait pris à surveiller Joseph lui-même, abandonnant ses autres tâches. Esprit consumé par la chasse, il rôdait dans l'arbre, tel un prédateur, les yeux fixés sur la petite figure avançant dans les bois, il vit Joseph genoux près de la bûche creuse, et elle vit qu'il sortait le paquet, il ne pouvait voir ce qu'il y avait dedans, mais il vit l'expression du garçon, la transformation soudaine et rayonnante. Du chagrin à l'extase, toute preuve dont il avait besoin, le garçon l'avait trouvé, un message, une carte. Le secret de la conspiration qui s'est moqué de lui depuis des semaines, un sourire sauvage et triomphant se dessina sur le visage de Finch, il pouvait maintenant se précipiter, attraper le garçon et extirper l'information, mais son astuce, affûtée par la paranoïa, suggérait un meilleur moyen, capturer le garçon lui donnerait la carte, mais s'il attendait, s'il patientait, le garçon l'emmènerait. Jusqu'au prix, s'en traitera jusqu'au maillon suivant, de la personne qui les aidait, il ne couperait pas seulement une branchette de cette conspiration, et elle empoisonnerait la racine, et elle tendrait un piège, son plan nécessitait un pion. Un outil qu'il pourrait manipuler et jeter, il en trouve un Daniel, un jeune homme à peine plus âgé qu'Elisa, qui avait été attrapé, en train de voler un jambon, fumé à la fumoire, Daniel était terrifié. Sachant que la punition pour tel vol était un fouet si sévère qu'il pouvait laisser un homme estropié ou pire, Finch le fit amener dans sa cabine. Petite pièce étouffante sentant la sueur et le tabac rose, Daniel se tint là, tremblant, les yeux fixés sur le sol, Finch laissa longuement le silence installé, laissant la peur grandir, enfin, il parla, d'une voix basse, presque un ronronnement, plus terrifiant que n'importe quel cri, Tu es dans un monde d'ennui, Daniel, Finch dit, en roulant lentement son fouet sur la table, Master Devo n'aime pas les voleurs, mais je me sens généreux. Aujourd'hui, je pourrais oublier le fumoir, je pourrais dire au master que tu l'as simplement nettoyé, que je t'ai donné la permission, et la tête de Daniel se leva, un espoir désespéré et suppliant dans les yeux, Je ferai tout, Mr. Finch, tout,
Je suis content d'entendre cela, Finch dit, un sourire s'élargissant, parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Et elle se pencha, sa voix tombant en un murmure conspirateur. Il s'agit du garçon Joseph. Il manigance quelque chose. Il s'introduisait en cachette dans les bois. Je veux savoir ce qu'il y fait. Je veux savoir où il va, à qui il parle. Tu le surveilleras. Tu seras son ombre. Tu me diras ce qu'il manigance, et j'oublierai l'affaire du jambon. Il fit une pause, laissant l'offre s'imprégner avant de prononcer la menace. Mais si tu me mens, Daniel, si tu essaies de le prévenir, je ne me contenterai pas de me souvenir du jambon. Je dirai au maître que tu prévoyais de t'enfuir et que tu as tenté d'incendier la fumoire pour couvrir tes traces. Il laissa le mensonge flotter dans l'air, son poids monstrueux écrasant l'espoir du garçon. Tu regretteras d'être né. Daniel le fixa, le visage figé dans la terreur pure. Il était pris. Un choix impossible, trahir son propre peuple ou subir une condamnation à un enfer vivant. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il donnait la seule réponse qu'il pouvait offrir. « Je le ferai », chuchota-t-il, la voix brisée. Finch se renversa dans sa chaise. Satisfait, l'appât était tendu. Il laisserait Joseph garder ses secrets encore un peu. Il le laisserait lire sa carte et préparer son plan. Et quand le garçon ferait enfin son mouvement, Finch et ses hommes seraient là, et le doux chant de défi de la plantation des veaux serait enfin réduit au silence pour de bon. La nouvelle arriva au crépuscule, apportée par un jeune garçon nerveux qui travaillait aux écuries près de la forge du forgeron, un garçon qui comprenait le sens d'un certain regard du forgeron. Il porta une note griffonnée à la porte arrière de la maison d'Eleanor Vance. Une note qui confirmait leur pire crainte. Daniel avait cédé. Finch ne se contentait plus de surveiller Joseph, il utilisait l'un des leurs comme appât pour un piège. L'intendant savait que le garçon préparait quelque chose et il comptait le laisser faire pour le prendre sur le fait. Et avec lui, n'importe qui viendrait à son secours. Les bois près de la bûche creuse, le lieu de la plus grande découverte de Joseph, serait le terrain de la mort. Dans le salon silencieux, Gideon faisait les 100 pas. Les planches usées craquant sous ses pieds agités. La note reposait sur la simple table entre lui et Eleanor, ces quelques mots irradiant une menace palpable. « Il marche dans un piège », dit Gideon, la voix serrée par la frustration. « Finch l'attendra. Le garçon n'a aucune chance. » Eleanor se tint près de la fenêtre, les mains jointes, le regard fixé sur l'horizon occidental. Le ciel, qui avait été d'un bleu paisible toute la journée, était désormais meurtri par un banc de nuages sombres et lourds. Un grondement bas et lointain, davantage une sensation dans la poitrine qu'un son, vibrait à travers la maison. Une tempête arrivait, une grosse. L'air était devenu lourd et électrique, chargé d'une énergie oppressante qui reflétait la tension dans la pièce. Elle lui a appris à écouter, murmura Gideon, interrompant son pas pour fixer la note encore une fois, comme s'il pouvait contraindre ses mots à changer. Elle lui a donné une carte de notes et d'étoiles. Mais Finch agit avec des fouets et des chiens. Un champ n'arrêtera pas une balle. Non, répondit Eleanor d'une voix calme et ferme en se détournant de la fenêtre. Une étrange lumière résolue brillait dans ses yeux pâles. Mais un chant peut créer une diversion. Il peut changer le rythme d'une poursuite. Elle regarda Gideon, son expression empreinte d'une certitude absolue. Elle lui a appris à écouter. Maintenant il doit apprendre à chanter. Son regard revint au ciel qui s'assombrissait et où les nuages commençaient à tourbillonner. « Le Seigneur nous offre un couvert, » dit-elle, la voix presque un souffle. « Nous devons être prêts à l'utiliser. » Gideon comprit. La tempête n'était pas seulement une tempête, c'était une opportunité. Son chaos serait leur bouclier. Leur intervention ne pouvait plus se limiter à transmettre des messages ou offrir un abri après coup. Ils devaient être présents. Ils devaient faire partie de la chanson. La route publique longe le bord nord des terres des veaux, dit Gideon, l'esprit déjà à l'œuvre, visualisant la géographie, les limites, les lignes de force. Elle traverse un petit ruisseau. S'il peut atteindre jusque-là, il aura besoin d'une raison pour passer par là. Et Finch aura besoin d'une raison pour regarder ailleurs, acheva Eleanor pour lui. Ils commencèrent à planifier, leurs paroles rapides et précises, tissant une contre-mélodie à la composition brutale de Finch. Ils prendraient le chariot, un véhicule solide utilisé pour transporter des denrées sèches, et chronométreraient leur arrivée au cœur de la tempête. Ils ne seraient rien de plus que des voyageurs pris dans l'averse, cherchant la route principale, leur présence.
Une femme blanche de piété austère et un homme libre de couleur portant une confiance déconcertante seraient en eux-mêmes une arme, une perturbation de l'ordre établi que Faish ne saurait gérer. À des kilomètres de là, sur la plantation, Joseph ressentit la même charge électrique dans l'air. Il vit les mêmes nuages meurtris s'amonceler à l'horizon. Il avait passé l'après-midi dans une fièvre de préparation, son cœur battant frénétiquement contre ses côtes. Il avait rassemblé ce qu'il pouvait. Un petit morceau de pain de maïs dur et une bande de viande séchée, volés dans les cuisines avec une furtivité qu'il ne se connaissait pas. Il les enveloppa soigneusement dans un chiffon et les glissa dans sa chemise à côté de la précieuse carte en tissu. Il regarda la carte encore et encore, mémorisant le motif des étoiles, la courbe de la rivière, le mot unique et impératif brodé en bas. Chante, avait-il supposé que cela signifiait qu'il devait chanter pour se réconforter durant son voyage? Ou peut-être chanter les hymnes pour signaler d'autres aides en chemin. Mais maintenant, alors que la première rafale de vent faisait grincer les planches branlantes de la cabane et que le ciel s'assombrissait de façon menaçante, une nouvelle compréhension se fit jour. La tempête n'était pas un obstacle. C'était un signal. C'était l'accord d'ouverture de sa fuite et l'instruction de chanter. Il ne s'agissait pas du voyage. Il s'agissait du commencement. C'était la clé de la serrure. Il regarda les arbres se balancer et les premières grosses gouttes de pluie éclaboussant la poussière, et il comprit. Il n'était pas destiné à chanter une chanson de beauté. Il devait devenir partie intégrante de la terrible et chaotique musique de la tempête. La tempête éclata avec la fureur d'un jugement divin. Le ciel, qui s'était assombri lentement, fut déchiré par un éclair jagué, et un tonnerre assourdissant suivit un battement de cœur plus tard, secouant les fondations même des cabanes. Puis la pluie tomba, non pas en gouttes, mais en une nappe solide conduite par le vent qui brouillait le monde dans un chaos gris et tourbillonnant. C'était une tempête qui contraignait hommes et animaux à se mettre à l'abri, une force de la nature qui ordonnait au monde de rester immobile et de se cacher. C'était la couverture parfaite. Alors que Faish et ses deux hommes engagés se blottissaient sous un épais couvert de chêne au cœur des bois, les yeux plissés pour voir à travers le déluge jusqu'à la bûche creuse, Joseph passa à l'action. Il sortit furtivement de la cabane. Une petite ombre trompée, instantanément engloutie par le maelstrom. Le vent déchirait sa chemise fine et la pluie froide lui volait le souffle, mais il ressentait une exaltation sauvage et terrifiante. C'était le moment. Le monde se nettoyait et il serait emporté avec lui. Il savait qu'il l'attendrait dans les bois. Faish était cruel, mais il n'était pas stupide. Il s'attendrait à ce que Joseph aille à l'endroit où il avait trouvé la carte, le point de départ logique de sa piste. Alors Joseph tourna et courut dans la direction opposée. Il ne courut pas vers la liberté de la limite nord. Il s'enfonça plus profondément au cœur de la plantation, vers le groupe de bâtiments comprenant la cabane de l'intendant lui-même. Il s'arrêta à une cinquantaine de mètres de la cabane de Faish. Son petit corps se raidit contre le vent hurlant. La pluie collait ses cheveux à son crâne et ruisselait sur son visage comme des larmes. Il était caché par la violence même du temps. Un fantôme dans la tempête. Il prit une profonde inspiration tremblante, remplissant ses poumons de la tempête. Il pensa à la voix de sa sœur, à la façon dont elle pouvait s'élever avec la grâce d'un faucon, comment elle pouvait faire taire une foule fatiguée. Il savait qu'il ne pouvait pas reproduire cette beauté, mais il pouvait en reproduire le pouvoir. Il ouvrit la bouche, et le son qui en sortit n'était pas une chanson. C'était une baleine. Un cri aigu, perçant, délibérément sans mélodie, qui déchirait le rugissement du vent et de la pluie. C'était un son de terreur purement animal. Le cri d'une créature prise au piège. Il tint la note jusqu'à ce que ses poumons brûlent, puis la laissa éclater en une série d'aboiements gutturaux, imitant le cri d'un renard déchiré par les chiens. Il suivit cela d'un gémissement bas et guttural qui semblait surgir de la terre elle-même. Un son de chagrin profond et terrible. Il ne chantait pas. Il orchestrait une symphonie d'agonie. Il versa toute sa peur, toute sa rage et tout son chagrin dans ce vacarme, utilisant sa voix non comme un instrument de beauté, mais comme une arme de confusion pure et désorientante. C'était un acte terrifiant, courageux et absolument brillant. Il n'était plus le garçon timide qui se cachait derrière les jupes de sa sœur. Il était le frère d'Elisa, un créateur de chansons, un chanteur de tempête. Dans les bois, Faish entendit le son. Un cri faible et inhabituel porté par le vent. Il se redressa, la tête inclinée. Qu'est-ce que c'était? Au nom de Dieu! Grognait-il à l'un de ses hommes. Le son revint, plus fort cette fois.
Un cri clair et perçant semblant provenir de la direction des quartiers principaux. C'était un son de détresse, de violence. On attaque quelqu'un, dit l'un des hommes, les yeux grands d'alarme. Peut-être qu'un loup est entré dans le poulailler. Finch hésita, partagé entre le chemin menant à la bûche creuse et la direction du cri. Le garçon était sa priorité, mais un son pareil, si proche de la maison principale, ne pouvait être ignoré. C'était un son qui promettait du sang. Sa frustration éclata. « Bon sang !» rugit-il par-dessus le vent. « Allons-y !» Il abandonna son poste. Son embuscade soigneusement planifiée oubliée face à ce nouveau mystère violent. Lui et ses hommes se précipitèrent à travers le sous-bois humide, courant vers la source du chaos, courant directement à l'opposé du chemin que Joseph avait prévu de suivre. La diversion fonctionna mieux que Joseph n'aurait jamais pu rêver. Le cœur impie qu'il avait déchaîné avait tiré Finch et ses hommes de leur embuscade comme des marionnettes sur des fils tandis qu'ils voyaient leurs lanternes osciller et se faufiler à travers les arbres, se dirigeant frénétiquement vers la cabane de l'intendant. Joseph tourna et courut. Il fit demi-tour, ses petits pieds nus volant sur la boue glissante et les feuilles mouillées. Ses poumons brûlants, son cœur battant comme un tambour sauvage de triomphe et de terreur. Il ne courait plus vers le piège. Il courait vers le chemin, le vrai chemin, celui que sa sœur avait tracé dans les étoiles. Il courut vers la limite nord de la plantation, vers le petit ruisseau insignifiant qui marquait la ligne entre la propriété des veaux et la route publique, la ligne entre l'esclavage et une chance de liberté. Il atteignit le bord des bois et le vit, un torrent bouillonnant et boueux, qui était habituellement un ruisseau tranquille. La tempête l'avait gonflé à une largeur dangereuse. De l'autre côté se trouvait la route, un ruban de terre sombre et humide. Il était si proche. Il se concentra, prêt à plonger dans l'eau froide et rapide. « Pas si vite, garçon !» La voix basse et triomphante traversa le rugissement de la tempête. Joseph se figea, son sang se glaçant. Il se retourna lentement. Finch se tenait là à moins de 3 mètres, une lanterne haute dans une main, le fouet enroulé comme un serpent dans l'autre. Le visage de l'intendant était un masque de rage victorieuse pure, ses vêtements trempés, ses cheveux collés à son crâne. Il devait avoir compris la ruse. Il devait avoir vu la direction de la fuite de Joseph et l'avait coupé. Les 2 autres hommes étaient juste derrière lui, leurs visages sombres. Astucieux. Finch ricana, avançant lentement d'un pas. Tu es une petite souris futée. Tout comme ta sœur. Il leva le fouet, la queue de cuir glissant dans la boue. Mais la chasse est terminée. Tu vas tout me dire. Tu vas me dire vers qui tu courais. Mais d'abord, tu vas payer pour ce petit jeu. Le fouet siffla lorsqu'il le tira en arrière, un rictus triomphant s'étalant sur son visage. Soudain, la lumière de la lanterne éclaira la forme de quelque chose de grand et sombre se mouvant sur la route. Une charrette tirée par un cheval solide apparut de la pluie battante, ses roues labourant la boue épaisse. Elle s'arrêta directement en face d'eux, sa masse formant un mur solide de l'autre côté du ruisseau. Une silhouette se leva à côté du siège du conducteur, tenant une lanterne haute. C'était Gideon, le visage calme et résolu, la lumière illuminant la scène comme sur une scène de théâtre. Sur la charrette se tenait Eleanor Vance, son bonnet Quaker trempé, son expression aussi sereine et inflexible qu'un monument de pierre. Finch se figea, le fouet tendu, son rictus triomphant se transformant en un regard confus. Il avait été tellement concentré sur sa proie qu'il n'avait même pas entendu l'approche de la charrette à travers la tempête. « Écarte-toi !» finit par rugir Finch, sa voix se brisant de fureur. « Cela ne te concerne pas. Ce garçon est la propriété des dévots. » Eleanor ne haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Ses paroles, nettes et claires, portées par l'eau agitée avec une autorité inébranlable. « Nous sommes sur la route publique, monsieur, » déclara-t-elle comme pour expliquer un fait simple à un enfant. Et il semble que ce jeune homme ait perdu son chemin dans la tempête. Gideon descendit de la charrette, plantant fermement ses bottes sur le bord boueux de la route. Il ne traversa pas le ruisseau. Il se tint simplement à la limite. Un homme libre sur une terre libre. La loi est très claire concernant le fait de nuire aux voyageurs sur une route publique. « Monsieur Finch, dit-il, sa voix résonnante et assurée, et elle l'est tout autant concernant les limites de la propriété privée. Ce ruisseau est la limite. De votre côté, vous êtes la loi. De ce côté-ci, c'est moi. » Finch était piégé. Il était en infériorité numérique, surpassé stratégiquement, et pour la première fois de sa vie, incertain.
Il se tenait au bord même des terres de son employeur, son autorité s'arrêtant au bord de l'eau. Il faisait face à un homme noir libre qui parlait de la loi avec plus d'assurance que lui, et à une femme blanche dont la piété tranquille lui donnait une armure sociale qu'il ne pouvait percer. Attaquer le garçon maintenant, devant ses témoins, sur la limite même de la route publique, était un risque qu'il ne pouvait calculer. Sa rage luttait contre son instinct de survie, tandis qu'il hésitait, pris dans une toile de lois et de conventions sociales qu'il ne comprenait pas. Les yeux de Gideon croisèrent ceux de Joseph de l'autre côté de l'eau. Gideon fit un seul hochement de tête, presque imperceptible. C'était tout le signal dont Joseph avait besoin. Il sortit de sa paralysie, se retourna et plongea dans le ruisseau en furie. L'eau froide choqua son corps, le courant saisissant ses jambes. Mais il se battit, bras et jambes en action, les yeux fixés sur la lanterne de Gideon, un phare dans la tempête. Finch rugit de frustration et fit un pas dans l'eau, mais il était trop tard. Joseph était déjà à mi-chemin. Il avait été vaincu non par une arme, non par la force, mais par l'intelligence, par la confiance et par l'usage habile d'une limite qu'il n'avait jamais envisagée. Alors que Joseph escaladait la berge boueuse de l'autre côté, haletant et frissonnant, Gideon lui enroula un épais manteau de laine autour des épaules et l'aida à monter à l'arrière de la charrette. Finch ne pouvait que regarder, son visage figé dans une fureur impuissante. Tandis que la charrette grinçait, tournait et disparaissait dans la tempête, Joseph était libre. Le voyage vers le nord était un passage à travers un monde d'ombre et de murmures. Joseph voyageait presque exclusivement de nuit, un fantôme se mouvant dans un paysage de peur. Il était transmis de main tranquille en main tranquille, un précieux morceau de cargaison vivante dans l'immense mécanisme clandestin du chemin de fer clandestin. Il dormait dans les greniers des fermes Quaker, parfumés de trèfle séché, une étrange odeur sucrée après l'âcre senteur du coton. Il se blottissait dans les caves secrètes de forgerons noirs libres, le martèlement rythmique du marteau au-dessus de lui, un battement de cœur protecteur et rassurant. Il était caché dans les fonds falsifiés des charrettes, les secousses des roues rappel constant et brutal de sa fuite, l'obscurité absolue, seulement percée par un mince filet de clair de lune s'infiltrant par une fissure des planches. Pendant ces longues heures silencieuses, il fredonnait. Il fredonnait les chansons que sa sœur lui avait apprises, les mélodies qui avaient autrefois été son unique réconfort. Mais elles étaient différentes maintenant. Elles n'étaient plus seulement de tristes berceuses ou des prières pleines d'espoir. Elles étaient des outils. Elles étaient les notes de la carte qu'elle lui avait laissée quand il fredonnait « Wade in the Water ». Il ne se contentait plus de se souvenir de sa voix. Il se souvenait de la plongée froide et choquante dans le ruisseau, de l'eau effaçant l'odeur des chiens de la plantation, du premier vrai moment de liberté lorsqu'il fredonnait « Swing low, sweet chariot ». Il n'entendait plus le son se rompre dans la nuit. Il entendait le tonnerre des roues de la charrette le portant vers une nouvelle vie. Les chansons étaient sa boussole, son bouclier, son héritage. Il n'était plus simplement un garçon qui écoutait. Il était un gardien de la musique, l'apportant avec lui, archive vivante du courage de sa sœur. Les conducteurs, ces hommes et femmes silencieux et courageux qui le guidaient, reconnaissaient son histoire avant même qu'il ne la raconte. Ils avaient entendu les murmures qui traversaient le réseau, le récit du garçon chanteur de Natchez, l'enfant qui avait suivi une chanson fantôme hors de l'esclavage. Ils le regardaient avec un mélange d'admiration et de profonde compassion. Une vieille femme à la peau ridée comme une pomme séchée lui offrit un ragoût chaud et épais et lui dit « Ta sœur a une voix puissante, enfant. Elle porte loin. » Un fermier au visage sévère qui le cacha dans un silo à grains pendant 2 jours se contenta de lui serrer l'épaule et dit « Tu es la chanson de ta sœur. Ne la laisse jamais s'éteindre. » Le voyage de Joseph fut ardu, un flou d'épuisement et de peur lancinante. Mais ce n'était pas le voyage d'un garçon effrayé fuyant quelque chose. C'était le voyage d'un jeune homme, résilié et déterminé, se dirigeant vers quelqu'un. Il n'était plus guidé par la peur, mais par la flamme constante et ardente de l'espoir, un espoir allumé par une carte faite d'étoiles et d'un seul mot brodé. Les mois passèrent. La chaleur suffocante du Mississippi céda place à l'air frais et vif du nord. Le paysage changea des champs plats et oppressants de coton à des collines ondulantes enflammées par les couleurs flamboyantes de l'automne. Joseph, épuisé jusqu'aux os mais avec une nouvelle force dans le regard, arriva enfin dans une petite communauté prospère, nichée dans une vallée fluviale du sud de l'Ohio. C'était un endroit qui semblait appartenir à un autre monde. Une ville bâtie sur le principe de la liberté,
un havre animé pour les abolitionnistes et les familles noires libres vivant et travaillant côte à côte. Là, il vit des hommes noirs charpentiers et commerçants, des femmes enseignantes et couturières. Il entendit les rires résonner dans les rues. Un son si ouvert et si libéré qu'il en était presque choquant pour ses oreilles. Il fut conduit dans une petite maison solide à la lisière de la ville, une maison servant de centre névralgique pour le réseau local d'abolitionnistes. On l'amena dans un salon où un groupe de personnes, noires et blanches, étaient rassemblées autour d'une grande carte étalée sur une table. Elles parlaient à voix basse, d'un ton urgent, leur visage gravé de concentration tandis qu'elles planifiaient le prochain itinéraire vers le sud, la prochaine mission dangereuse pour arracher des personnes aux griffes de l'esclavage. Joseph se tint près de la porte, le cœur battant, se sentant petit et hors de place dans cette pièce de héros. Une femme se tenait dos à lui, son doigt suivant une ligne sur la carte. Elle était mince et se tenait avec une autorité tranquille qui captait l'attention de tous dans la pièce. Elle donnait des instructions, sa voix basse et claire, chaque mot précis et réfléchi. L'itinéraire à travers le Kentucky est trop dangereux maintenant, dit-elle, sa voix portant un timbre familier qui fit retenir son souffle à Joseph. Les patrouilles utilisent de nouveaux chiens et surveillent trop attentivement les passages du fleuve. Nous avons besoin d'un nouveau signal, une nouvelle chanson pour signaler le passage de la Green River. Quelque chose de simple. Quelque chose qui ressemble à une berceuse commune, mais avec un changement au troisième couplet. Une seule note aplatie signifiera d'attente. Un pas complet vers le haut indiquera que la voie est libre. Elle releva la tête de la carte et se tourna, ses yeux parcourant le visage de la pièce pour s'assurer que ses instructions étaient comprises. Et ses yeux rencontrèrent ceux de Joseph. C'était Elisa. Elle était plus mince, et les dernières traces de douceur juvénile sur son visage avaient été remplacées par une intelligence vive et sérieuse. De nouvelles lignes d'inquiétude entouraient ses yeux, mais ses yeux brûlaient d'un feu brillant et constant que Joseph n'avait jamais vu auparavant. C'était le feu du but, le feu d'une guerrière. Elle se figea, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les mains encore suspendues au-dessus de la carte. Le murmure bas des conversations dans la pièce s'éteignit alors que tous se tournaient pour voir ce qui avait capté son attention. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder à travers la pièce, le frère et la sœur séparés par un mur de silence et mille milles de danger. Il n'y eut aucune explosion cinématographique dramatique de larmes. La réunion fut silencieuse, un moment profond et tranquille de reconnaissance trop intense pour les mots. Le monde sembla se réduire à l'espace entre eux. Elisa fit un pas lent et hésitant en avant, puis un autre. Joseph, comme libéré d'un sort, se précipita pour la rejoindre. Il ne cria pas. Il enfouit simplement son visage contre son flanc. Ses petites mains agrippant le tissu de sa robe, la laine simple et inconnue de la liberté. Les bras d'Elisa l'enlacèrent, le tenant fort, ses propres yeux se fermant tandis qu'elle posait sa joue sur le sommet de sa tête. La caméra se concentra sur leurs mains, ses petits doigts sombres agrippant sa manche, sa propre main venant recouvrir la sienne, la tenant fermement. Une confirmation silencieuse d'un lien incassable. Plus tard, lorsque les autres se furent discrètement dispersés, les laissant à leur réunion, ils s'assirent ensemble près du feu, la lumière chaude dansant sur leurs visages. Joseph, enveloppé dans une épaisse couverture, regarda enfin sa sœur, l'esprit submergé par 1000 questions. Elle le regarda en retour, un sourire doux et triste effleurant ses lèvres. « Je savais que tu viendrais, » murmura-t-elle, la voix lourde d'émotion. « Je savais que tu saurais écouter. » Elle commença à parler, et l'ampleur totale et saisissante de son plan se déploya. Sa fuite n'avait pas été un acte désespéré ou impulsif. C'était une stratégie méticuleuse et calculée, planifiée depuis plus d'un an avec l'aide du forgeron et de quelques autres âmes de confiance faisant partie du chemin de l'oiseau chanteur. Son chant avait toujours été plus qu'un simple réconfort. C'était un entraînement. Elle avait exercé sa voix, appris à la contrôler, à l'utiliser comme un instrument de communication. La légende de sa disparition, l'histoire de son chant sortant de son corps, était la pièce finale et brillante du plan. C'était son signal, son annonce au prochain conducteur sur la ligne qu'elle était en route. Et c'était une histoire si étrange, si incroyable, qu'elle fournissait la couverture parfaite pour sa véritable évasion physique dans le chaos qui suivit. « J'ai dû disparaître pour que d'autres puissent apparaître » expliqua-t-elle, les yeux brillants d'une intensité farouche. Elle le conduisit à la table, vers les cartes et les partitions codées. Ma voix était une clé, Joseph. Une clé pour ouvrir une serrure que personne d'autre ne pouvait voir.
Mais une clé ne sert que pour une seule porte. Elle prit un morceau de papier. Un simple hymne, mais avec d'étranges marques au-dessus des notes. Maintenant c'est une carte et tu l'as suivie. Tu as suivi la chanson jusqu'à moi. Elle expliqua son nouveau rôle. Elle n'était plus une simple passagère ayant atteint sa destination. Elle était devenue une partie vitale du chemin de fer clandestin. Elle était une conductrice. Mais plus encore, elle était une compositrice de liberté. Elle concevait les signaux. Elle choisissait les hymnes. Elle écrivait les vers codés et créait les indices musicaux guidant les autres sur le chemin traître. Sa voix, autrefois une prière défiant le coton, était maintenant une ligne de vie, une carte, une arme dans la lutte contre l'esclavage. La scène se dissout. La lumière du feu dans la maison sur de l'Ohio s'éteignant, remplacée par le soleil couchant sur la plantation des veaux. 1 an plus tard, les champs étaient les mêmes, le travail était le même, mais certaines choses avaient changé. Finch avait disparu, renvoyé par un maître dévot furieux pour son échec et sa descente dans la folie alcoolique. Un nouveau contremaître, un homme aux yeux plus froids et à la cruauté plus discrète, parcourait désormais les lignes. Au crépuscule, alors que les travailleurs fatigués regagnaient les quartiers, une jeune fille, à peine plus âgée que Joseph à l'époque, commença à fredonner un air familier. La mélodie de « Swing Low, Sweet Chariot ». Une femme plus âgée marchant à ses côtés, qui se souvenait d'Elisa, jeta un coup d'œil inquiet vers le nouveau contremaître, puis se pencha vers la fillette. « Pas si fort, enfant », murmura-t-elle, la voix urgente mais bienveillante. « Mais ne cesse jamais de le chanter. Garde-le dans ton cœur. » Elle regarda les bois sombres bordant les champs. Une lueur de quelque chose d'ancien et d'espoir dans ses yeux. C'est la chanson d'Elisa. On dit que si tu la chantes correctement, si tu l'écoutes dans le vent, elle te montre le chemin du retour. Le dernier plan montrait un vieux poteau de clôture au bord du champ. La coiffe avait disparu, pourrie depuis longtemps, mais une seule bande tenace de tissu bleu délavé, déchirée d'une robe, y avait été attachée. Elle flottait dans la brise du soir. Un drapeau en lambeaux, silencieux, de défi. Lorsque le vent soufflait à travers le coton, il semblait emporter une mélodie faible mais reconnaissable, les notes fantômes d'un hymne qui n'avait jamais vraiment pris fin. Elisa Carter n'avait jamais été un fantôme. Elle devint une légende et sa chanson, née du désespoir et de la défiance, devint l'hymne de la liberté. Une promesse murmurée dans le vent, une carte pour tous ceux qui osaient écouter. Une seule voix remplie de courage avait créé un chemin là où il n'existait pas, laissant derrière elle un héritage